Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les rebelles du M23 ont encore fait parler d'eux. Ils ont tué 9 personnes ce samedi dans le territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. C'est à 5 h du matin que les assaillants ont investi la localité. À suivre aussi, Adolphe Mouzeto qui a étalé sa réflexion sur le budget national au cours d'une conférence organisée par le groupe de presse Le Potentiel. Ce samedi, l'ancien Premier ministre suggère un budget qui cadre avec la révolution de la modernité. Nous irons en province orientale vivre les instants historiques de la bancarisation. Les enseignants de l'EPSP ont touché leur salaire du mois d'octobre par leur compte individuel à la banque. Vous nous suivez à Lupen, à Matongé ou à Yolo. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Direction l'Est de la République démocratique du Congo. 9 personnes tuées ce samedi 10 novembre. Tôt dans la matinée à Ruvumbura, dans le territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Plusieurs personnes ont également été blessées et 6 filles violées. Des sources locales attribuent cette attaque à des combattants du M23. D'autres sources parlent plutôt d'une incursion des rebelles rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. La situation est un peu confuse au moment où nous parlons. Les assaillants auraient investi la localité à 5 h heure locale et pillé plusieurs habitations avant de se retirer. Les rebelles du M23, on vous le rappelle, occupent plusieurs localités du territoire de Rutshuru depuis le mois de mai dernier. Nous y reviendrons. La situation dans l'est de la RDC toujours, en mettant clairement en cause le Rwanda et l'Ouganda dans l'insécurité qui sévit dans l'Est. La RDC ne croit plus à une solution diplomatique dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs où se côtoient pyromanes et sapeurs-pompiers sans quitter l'organisation sous-régionale. Elle explore les meilleures voies de sortie de crise. Commentaire de la rédaction avec Doudou Ndombe. Sans les dire ouvertement, la RDC multiplie des gestes qui disent tout sur son intention de se passer du schéma tracé par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le Premier ministre Matata Ponyo était le premier à donner le ton lors de son dernier séjour européen. À l'étape de Bruxelles, il avait jugé presque hypothétique une solution régionale dans le cadre de la CIRGL. Il a appelé à ne pas se cramponner aux négociations menées sous le leadership de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Autrement dit, il invitait déjà à aller frapper ailleurs pour trouver mieux que ce que propose la CIRGL. Son attitude était dictée par l'enlisement constaté sur le terrain. Des profondes divergences entre les protagonistes de la crise dans l'Est retardent la poursuite de ce processus. D'un côté, la RDC soutient l'option de renforcer le mandat de la MONUSCO pour en faire une force internationale neutre dans les termes convenus dans le cadre de la CIRGL. C'est que rejette catégoriquement les Rwandais qui digèrent très mal la présence des troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo à ses frontières avec la RDC. On ne les dit peut-être pas tout haut. Au sein de la CIRGL, c'est déjà l'impasse. Le projet de déploiement de la force internationale neutre, convenu en juillet dernier à Addis Abeba, tarde à se concrétiser. À 4 reprises, les chefs d'État des pays membres de la CIRGL n'ont pas pu accorder leur violon autour de cette proposition. À cette impasse se sont ajoutées les révélations reprises dans les rapports que les Nations Unies apprêtent à publier au cours de ce mois de novembre en rapport avec la rébellion menée dans l'Est de la RDC par les troupes du M23. Dans leur rapport, les experts des Nations Unies ont également chargé l'Ouganda, celui-là même qui pilote en sa qualité de président en exercice de la CIRGL, les négociations menées dans ce cadre pour la sécurisation de l'Est de la RDC. Jusqu'à une date récente, seul le Rwanda était pointé comme principal soutien au M23. Officiellement, la RDC ne s'est pas clairement prononcée sur des charges qui pèsent sur l'Ouganda. Elle a dit attendre de son voisin des explications. Mais en lieu et place, Kampala a proféré des menaces, notamment envers l'Union africaine, allant jusqu'à envisager un éventuel retrait de ses troupes dans les différentes opérations de maintien de la paix menées sur le continent. Un véritable chantage, estiment certains analystes. Face à ce tableau qui frise carrément la compromission, Kinshasa a préféré explorer d'autres pistes. Ce qui explique comment on, dans les milieux politiques de Kinshasa,
Kinshasa, le dernier déplacement à Brazzaville d'une forte délégation congolaise mandatée par le président Joseph Kabila de son homologue du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso. Conduite par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, accompagné du secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Bochab, les émissaires de Joseph Kabila sont partis solliciter la médiation de Denis Sassou Nguesso dans la crise qui sévit dans l'est de la RDC. La démarche n'est pas passée inaperçue dans les milieux des spécialistes de la région des Grands Lacs. Bien avant que Kinshasa n'étende la main à Brazzaville, la communauté internationale de l'Afrique australe a exprimé en octobre dernier son intention de participer à l'opérationnalisation de la force neutre à déployer dans l'est de la RDC. Les pays de la SADC se disent prêts à faire partie de la force neutre internationale à déployer dans la partie est de la République démocratique du Congo, dont le but est de neutraliser tous les groupes armés qui y pilulent. Après la SADC, le marché commun de l'Afrique de l'Est et austral, COMESA, a exprimé le même désir. Une délégation du COMESA, conduite par l'ancien président des Seychelles, James Manchnam, a séjourné à Kinshasa en vue de prendre contact avec les autorités congolaises au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Se confiant à la presse au sortir d'un entretien avec le vice-ministre congolais de la coopération internationale et régionale, la délégation du COMESA a révélé que sa mission en RDC consistait à recueillir d'une part des éléments d'information sur la crise persistante entre la RDC et le Rwanda et d'autre part évaluer les différentes démarches entreprises et les initiatives engagées par la RDC afin d'aboutir à la stabilité de cette région pleine de potentialités. L'Angola célèbre demain, dimanche, le 35e anniversaire de son indépendance. Emilio Guerra, ambassadeur d'Angola en RDC, en a profité pour évoquer la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de mission diplomatique précise que son pays n'acceptera pas le démembrement de l'RD Congo. Reportage Mariam Boya, Rossile Martin Bouyamba. Face à la presse, Emilio Guerra, ambassadeur d'Angola, fait le point sur les 35 ans d'indépendance de son pays et montre la position d'Angola par rapport à l'agresseur de la RDC qui est le Rwanda. À titre historique, c'est en 1975, face à son ancienne colonie portugaise, que le leader du mouvement populaire de libération MPLA, Agostinho Neto, a proclamé l'indépendance et devenu le premier président de la République angolaise. Cette date d'indépendance sera célébrée en RDC le 12 novembre prochain. Emilio Guerra explique. Nous pensons aussi que l'intangibilité des frontières, c'est quelque chose d'intouchable. Les frontières et la colonisation doivent rester intactes. L'Angola n'a pas de prétention territoriale. Nous pensons que notre territoire, nos démarcations géographiques sont suffisantes pour ne pas avoir des appétits. Non, nous n'avons pas ce genre d'appétit. Sur la question des expulsions des Congolais d'Angola, l'ambassadeur affirme que cela se passe dans des zones d'exploitation et les zones sensibles. L'Angola n'accepterait jamais le démembrement de la RDC. Les Nations Unies, CIRLG, tout ça impliqué dans cette affaire. On ne peut pas perturber ces efforts par des actions militaires. Voilà pourquoi il y a des échanges. Faire comprendre ici et là, pour faire pression ici et là, de façon que l'affaire se règle. Ça a trop de fusion de sang, parce qu'il y en a trop déjà, trop de souffrance à l'est de la RDC. Emilio Guerra appelle les deux pays aux échanges permanents et au règlement pacifique du conflit RDC-Rwanda. Une énième conférence du groupe de presse Le Potentiel, elle a porté sur le budget national. L'orateur principal, c'est l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Il a parlé des voies et moyens pour sortir le pays du cycle de pauvreté. Propos recueillis, Jémy Mamogo.
L'État au sens régalien, notamment la justice, les effectifs de nos magistrats et le nombre de nos tribunaux. Là où nous avons besoin de 20 000 magistrats, on n'en a que 6 500 aujourd'hui. Encore que parce qu'on a recruté 4 500 lors de la législature passée, vers la fin de la législature. Les gros de nos magistrats relèvent du pouvoir coutumier, des magistrats coutumiers. À l'arrière-pays, ils cohabitent cette dualité judiciaire, dualité des droits. Il y a des espaces de non-droits ou des droits plutôt coutumiers. C'est la vérité. L'État régalien aussi, les entités administratives centralisées ou les entités décentralisées, c'est la vacuité. Je vous ai dit que moi, je suis arrivé chez moi en 2011, chez moi au village où j'étais né, même si j'ai quitté trop tôt. Mais l'homme se forme jusqu'à l'âge de 12 ans. Même les nostalgies, les repères, c'est à partir de cet âge. Je vous dis que le chef-lieu de ma... J'ai trouvé le chef-lieu de ma chefferie avait disparu. Il n'y avait pas de bureau pour le chef de secteur. Lui-même, quand je suis arrivé, n'était pas là. Il était à la chasse. Il vit de la chasse. Parce que son salaire, c'est 50 $. Vous allez me dire, bon, mais vous dites ça, c'est vous qui avez été aux affaires, c'est vous qui êtes aux affaires. Mais c'est vrai. Il y a la part, nous pouvons débattre de la part, de la marge, des responsabilités du pouvoir du moment. Mais je parle ici des fondamentaux à ce que les gros relèvent de l'historicité du pays. On en vient à la paye des salaires et des agents et fonctionnaires de l'État via leur compte individuel à la banque. L'opération s'étend en province. La paye du mois d'octobre a été servie à la banque à tous les enseignants du chef-lieu de la province orientale. Reportage sur place pour vivre ces moments historiques d'une mission dépêchée par le vice-premier ministre et ministre du budget depuis la mi-octobre. Compte rendu. C'est le vendredi 19 octobre 2012 que les membres de la mission conduite par Fabrice Tchibouyi, secrétaire permanent à la réforme du système de la paye, est arrivé dans le chef-lieu de la province orientale. L'équipe est allée aussitôt présenter les civilités aux autorités locales, mais aussi exposer l'objet de la mission. La délégation a pendant une vingtaine de minutes échangé avec le ministre provincial des Finances, Latigon Zoro. Ce dernier a affirmé qu'il fera de son mieux pour soutenir la bancarisation en province orientale. Samedi 20 octobre 2012, la délégation a eu son premier contact avec le directeur provincial. François Damboli s'est réjoui de voir la province orientale bénéficier de l'attention du gouvernement central. C'est le lundi 22 octobre 2012, au siège de la BCDC, qu'a été officiellement lancées les opérations de bancarisation en province orientale par le gouverneur AI, Jean-Claude Essouka Alfani. Pour lui, la bancarisation s'inscrit dans la droite ligne de la bonne gouvernance. Nous devons encourager et soutenir cette décision de notre gouvernement. Ça montre que notre gouvernement est en train de prendre à bras le corps les problèmes cruciaux de notre pays. Un des problèmes majeurs de notre pays, c'est la gouvernance financière. Le paiement proprement dit des agents de l'État via leur compte en banque a démarré le jeudi 1er novembre. Les 3345 enseignants bancarisés ont été repartis à travers 3 banques, la TMB, la Raobank et la BIC. La TMB, la première banque à ouvrir ses guichets, a payé plus de 200 enseignants le premier jour sur un total de 1361 à servir. C'est un moment historique pour les autres banques qui ont emboîté le pas. La BIC a étendu des guichets mobiles à travers les écoles de Kisangani. Le retrait d'argent se fait dans le calme. Les bénéficiaires félicitent le gouvernement pour cette initiative. Non, c'est bien. C'est bien parce que là, on évite les vols. Avant, on percevait l'argent au niveau des comptables de l'État. Et les comptables de l'État donnent aux comptables de CEPOP. Et nous, c'est les comptables de CEPOP qui nous fait recevoir l'argent. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est la voie la plus indiquée pour un fonctionnaire de l'État. Je remercie le gouvernement. Le chef de mission qui veille au grain se dit satisfait du déroulement des opérations. Tout à l'heure, vous avez vu un enseignant sortir tout content en disant « Enfin, j'ai eu l'entièreté de mon salaire ».
On ne m'a retiré aucun sou, il n'y a pas de manutention, il n'y a pas de dîme. Donc l'enseignant a eu l'entièreté de son salaire. Ça, c'est un gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que l'enseignant devient client de la banque. Samedi 3 novembre, une réunion d'évaluation a été tenue à la BCDC. Les banques concernées par les opérations de bancarisation y ont pris part. Constat général, la bancarisation est effective en province orientale. Bonne nouvelle pour le mois de novembre, les comptes de tous les agents et fonctionnaires de l'État ont même déjà été ouverts. Les prochaines payes s'y effectueront sans problème. La mission a regagné Kinshasa le dimanche 4 novembre dans la soirée, le cœur en paix après avoir accompli sa tâche. Élection locale de 2013, le gouvernement s'engage à disponibiliser 260 millions de francs congolais pour ce scrutin. Matata Ponyo l'a signifié vendredi au premier vice-président de la CENI. Le Premier ministre a reçu également en audience le nouveau représentant résident du FMI et les responsables de Global Witness, Doudou Ndombe. Organiser les élections locales en 2013 reste la préoccupation du gouvernement. Par cette détermination, Augustin Matata Ponyo a reçu le pouvoir organisateur à qui il a donné les assurances. Le vice-premier président de la CENI reçoit favorablement cet appui financier du gouvernement qui va sans doute crédibiliser et permettre la poursuite du cycle électoral. Nous devons à tout prix faire un effort pour qu'il y ait symétrie de légitimité et restaurer les équilibres politiques à tous les niveaux, de sorte qu'à l'aube des années 2014, nous puissions avoir aussi des élections municipales qui vont socler la démocratie vers la base. Le FMI s'est dit prêt à accompagner la RDC dans son processus de développement. L'entretien avec Melado Orela a aussi tourné autour de la conclusion de la 4e et 5e revue du FMI. Le pays déjà a amélioré beaucoup la performance macroéconomique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Et de transformer ces bénéfices macroéconomiques en bénéfices pour la population, pour bénéfices en termes d'éducation, bénéfices en termes de santé. Avec les responsables des Global Witness, le Premier ministre a évoqué l'attachement de la RDC aux questions de la transparence, un sujet préoccupant de cette organisation qui traite de la gestion saine des ressources naturelles. Et ce drame à la cité de Badara, une cité située non loin de l'aéroport international de Ndjili, l'affaissement du sol a causé la mort d'un cireur de chaussures. Grâce Luamba, âgé de plus de 20 ans, a été surpris dans son sommeil par l'éboulement de terre. Il en est mort sur le coup. Le député national Simbikaï, touché par la douleur qui a frappé la famille du jeune cireur de chaussures, a apporté son soutien financier. Pour lui, c'est un simple geste de solidarité. Rosil Martin Bouyamba. Les conditions de vie de la population continuent de causer des dégâts. Nous sommes à la cité Badara, dans la commune de Lansele. Un éboulement de terre est survenu mardi dernier, causant la mort d'un jeune de 22 ans révolu. Grâce Luamba, dit Sebondo la Grâce, surpris en plein sommeil, ne pouvait survivre. Un témoin trouvé sur place restitue en Lingala le fait tel qu'il se sont produits. Pas aux 5 000 francs, pas quand on a un ndako ezalaki place wana papa habite faut retaper ndako ba retaper ndako na ye moko tu senti kaka moi bruit esalami mais tu comprenais que ça a 2 heures wana to beti si no ki mutu na lokola moi kilo yelala ta on a commandé on a besoin benga kite mutakunda mina mabeli ta on a yi atende ko bela na nuti na ekuta vieux oyo na voisin mo ba yona bazo chumola ta tu ni umutazana si tondi ko chumola papa na bango to chumo ti na se trouver na mo likolo na. Sa famille impuissante reçoit une consolation du député de Tchangou, Steve Mbikaï Mabuluki, descend sur place. Il a posé un acte de solidarisme africain qui est le bienvenu dans la famille éprouvée. La mise en terre de ce cireur de chaussures peut avoir lieu. Cependant, les conditions de vie inhumaines de cette population devraient interpeller les pouvoirs publics responsables du lotissement de cet espace visiblement inhabitable.
Le groupe d'encadrement pour le développement intégral en collaboration avec le réseau des ressources naturelles a lancé samedi une activité liée à la résilience catastrophique dans le quartier Mapela à Massina, plus précisément vers la rivière Ntsanga. Jeudi a donc procédé au curage manuel de ces eaux afin de sauver la population victime des inondations dues aux pluies diluviennes qui surviennent très souvent dans la capitale de la République démocratique du Congo. Reportage Jemima Mongo et Evelyne Chibola. La lutte contre la vulnérabilité est donc le cheval de bataille du groupe d'encadrement pour le développement intégral. Dans ce quartier Mapela à Massina, où la population est touchée par plusieurs inondations, l'ONG GEDI et RRN ont tapé du poing sur la table afin d'aider les habitants victimes des inondations. Ces eaux usées des toilettes infectent beaucoup plus les enfants et les personnes âgées. D'où ces plateformes ont procédé à la distribution de quelques matériels de curage. L'objectif que nous visons à travers ce programme de résilience des catastrophes, c'est de contribuer à la lutte contre les vulnérabilités qui amènent les catastrophes auprès de nos communautés, notamment à Milumbo ici, parce que quand cette rivière déborde, les eaux se déversent et dans les WC et dans les habitations. Et ce sont les personnes âgées, les enfants, qui sont victimes de tous ces dégâts. Le groupe d'encadrement pour le développement intégral et son collaborateur des réseaux des ressources naturelles continuent à lutter contre la pauvreté et toute catastrophe naturelle pour le bien-être de la population quinoise. La société de téléphonie cellulaire Vodacom Congo a présenté hier vendredi au public un magazine qui fait la promotion de ses produits. Les téléphones haut de gamme y sont proposés à des prix très intéressants, sans oublier ceux qui sont à la portée de tous. Compte rendu. Face à ce partenaire, Vodacom Congo annonce la naissance de son magazine. Sibodashit, comme on l'appelle, est une revue qui sert de vitrine aux téléphones portables que la société présente au public. La clientèle trouvera une large gamme de téléphones à des prix variés. Des prix compétitifs sont pour la plupart compatibles à l'Internet 3G, comme l'explique Albert Mboyo Ekofo, le directeur exécutif chargé de marketing. Nous sommes l'unique et le premier réseau à avoir introduit la technologie 3G au Congo. Bien sûr, en dehors du Congo, en Europe, on parle déjà de 4G. Que nous avons le plaisir de vous dire que notre maison mère Vodacom a lancé en Afrique du Sud. Les fêtes de fin d'année approchent. Vodacom propose déjà des produits attrayant composés de téléphones de dernier cri. Une manière pour le public de démarrer la nouvelle année en beauté. Comme nous nous approchons des fêtes de fin d'année, nous avions pensé à mener des propositions en termes d'offres qui permettraient aux Congolais d'acheter des téléphones à des très bons prix. Et pas n'importe quel téléphone, mais les téléphones dernier cri. La soirée s'est achevée par une tombola ouverte à tous les invités. Les gagnants ont eu la joie de repartir avec des téléphones de toute dernière génération. Nous allons, mesdames et messieurs, vous proposer à présent la revue des presses des journaux parus ce week-end dans la capitale congolaise. Revue de presse porte la signature ce soir de Rosa Wazi. Affaire BSECO, des réformes pour la télécommunication et les dossiers Moïse Katumbi contre Maître Mugambo, autant de sujets qui font la une de journaux parus ces week-ends dans la capitale. D'abord au sujet du BSECO, Africa News titre « Affaire BSECO, Matata douteuse des rigueurs ». L'heure des vérités est peut-être proche. Choisir un premier ministre au sein de la majorité, c'est choisir une compétence, un profil, c'est chercher un homme intègre. Augustin Matata Ponyo a certes la compétence et les profils pour avoir été cadre à la BCC, ce technocrate licencié en économie à l'UNIKIL ayant longtemps œuvré comme directeur du bureau central de coordination BSECO avant d'être nommé ministre de Finances dans le cabinet Mouzitou II a les atouts pour être un premier ministre. Cependant, les observateurs commencent à douter de ses qualités morales depuis la réticente mesure du cabinet de la République interdisant la BSECO de recruter les consultants pour les audits et le marché public. Au confrère de s'interroger si l'apparence Saint-Matata serait-il secoué par les désormais scandales BSECO. Rien n'est au moins sûr.
La correspondance de Gustave Beyassikou joue le rôle de déclencheur d'une enquête susceptible de déboucher sur de révélations troublantes, dévoilant du coup la face méconnue du Premier ministre. La référence plus voit cette affaire d'un mauvais œil et veut comprendre comment est-ce possible que ces derniers temps, le directeur de cabinet du chef de l'État, maître Gustave Beyassikou, pourtant mieux outillé, s'arroge de compétences qui ne sont pas siennes pour adresser des correspondances épistolaires aux ministres et autres services de l'État, sémant ainsi le doute et l'émoi dans l'opinion. Les tableaux ainsi peints, l'opinion voudrait savoir pour qui roule réellement maître Gustave Beyassikou, s'interroge le quotidien. Parlons à présent de la télécommunication. Kinké Moulumba engage Agilis et Télécom dans la bataille et crie la prospérité. La RDC sera bientôt dotée des infrastructures de contrôle et de gestion des appels téléphoniques, un gateway virtuel qui va permettre à l'État de marquer sa pleine souveraineté sur le secteur de télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Celle-ci va incontestablement booster les recettes fiscales directes en permettant le recouvrement des taxes dues à l'État par le comptage réel de communication. Le potentiel parle de Moïse Katumbi qui échappe à un piège. Le potentiel parle de Moïse Katumbi qui échappe à un piège de Mouyambo. Entre le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et Jean-Claude Mouyambo, avocat de son État, c'est le « je t'aime, moi non plus ». Le second vaut au premier une haine viscérale au point où il a mis en branle une machine infernale de dénigrement. Malheureusement, il n'y a jamais de bonheur avec ces missiles qui finissent toujours par retomber contre de pétards mouillés. La dernière trouvaille qui a fait flop est celle où il a tenté d'inciter la victime d'un acte de banditisme dans sa résidence, a déclaré que l'instigateur serait le gouverneur du Katanga. Voilà Adam Chemissi, ce qui met fin à cette revue de presse. Bon week-end à vous. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche à partir de 19h pour l'édition consacrée aux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Au revoir et Notre confrère Willy Kaboué, directeur de rédaction du groupe de presse Le Potentiel, informe les amis et connaissances la mort inopinée le vendredi 9 novembre à la clinique Ngaliema de son jeune frère, Jean-Pierre Mouipata Kaboué. Ce communiqué s'adresse à la famille Kankunku de Dibaya au Kasaï occidental. En attendant le programme des funérailles, le deuil se tient sur avenue Malouda, numéro 6, quartier Moussoso, commune de Limete. Référence derrière la station Kaouka sur l'avenue Université.